2020, l'année improbable. Covid-19, dès mars, c'est la catastrophe. Lockdown pour toute l'économie, sauf quelques secteurs, comme par exemple l'alimentation artisanale, mais elle n'était pas saine et sauve pour autant. Le gouvernement décide très vite de l'application généralisée du chômage partiel. Il y a des aides financières, des programmes de soutien, mise en place des mesures sanitaires, tout baigne, n'est-ce pas ? Pendant toute l'année, le Covid va nous accompagner. Il y aura plusieurs vagues, 3 officiellement, je ne sais pas, à partir d'un certain moment, à partir de l'été, quelque part, ça se confond dans une succession de mini-vagues qui vont crescendo, avec une fin d'année qui était quand même dramatique d'un point de vue victime, surtout, de la crise, de la pandémie. Au début de l'année, pourtant, on ne savait pas, on ne pouvait pas vraiment s'y attendre. Il y avait une situation conjoncturelle qui était très favorable. Tout le monde parlait de manque de main-d'œuvre. La Chambre des métiers venait de sortir une enquête où on avait estimé les besoins à 12 000 personnes que recherchait le secteur de l'artisanat. L'autofestival était prometteur, si ce n'est que, il y avait quelques troubles joies avec des annonces plus ou moins dérangeantes de la part de certains ministres de l'Environnement, juste avant l'autofestival. Mais en général, la situation semblait quand même assez sereine. On parlait d'un plan national pour l'environnement et le climat et également de l'élaboration d'un 5e plan national en faveur des PME. Dans tout ce contexte, je l'avais annoncé tout à l'heure, taxe de circulation et traitement fiscal de l'avantage en nature des voitures qui venaient effectivement déranger l'autofestival. Le gouvernement parlait encore et toujours beaucoup de work-life balance et de tous les avantages qui comptaient encore accordés aux salariés. Vous vous rappelez, le thème n'est pas complètement mort, je crains. Quelque chose... congé parental plus, ça vous dit? Vous avez entendu? L'autre jour, j'ai entendu notre ministre de la Famille répéter le même mot. Donc, je crains que ça va revenir. On parlait de la taxe carbone, et nous, on parlait des effets de cette même taxe sur l'indexation des salaires, comme quoi nous nous demandions comment on peut vouloir compenser une taxe carbone par retour direct aux ménages et en même temps la rentrer ou la faire rentrer dans le panier indiciaire. On a été suivis dans tout cela. Nous demandions à soutenir la transformation écologique des entreprises. Tout le monde se plaignait de la qualité du dialogue social. Vous vous rappelez peut-être les sorties de décembre 2019, surtout du précédent, effectivement, entre-temps président de l'UEL, qui avait traité le comité permanent de travail et de l'emploi de jeux de foot à 3 ou 2 jouaient contre 1 ou quelque chose comme ça. Donc tout le monde était fort vexé. Voilà. Mais en fait, c'était quelque part la normalité. C'était le bordel normal à la luxembourgeoise, si vous me passez l'expression. Et soudain, ce virus, lockdown dès le 20 mars, quand on nous demandait, on disait oui, il faut bien. Qu'est-ce qu'on ferait d'autre? On n'avait pas d'autre idée non plus, on n'avait pas dit d'alternative. On soutenait le gouvernement dans son idée de dire allez, on arrête tout, on ferme, on essaye de freiner les effets de la pandémie et de maintenir quelque part, et de sauvegarder notre système de santé. Votre secrétariat a continué à fonctionner pendant tout ce temps.
malgré le lockdown, il y avait tout le temps une équipe présente au Kirchberg qui se concertait, qui essayait de distiller les informations, qui essayait effectivement ensuite de vous transmettre ce qui se passe, de donner les interprétations, parce qu'il y avait des informations à gauche et à droite qui sortaient, et ce n'était pas toujours très assorti, ni très compréhensible toujours. Il fallait téléphoner aux uns et aux autres, il fallait voir comment est-ce que cela était pensé, est-ce qu'on a bien compris, il fallait vérifier auprès des instances officielles. On apprenait les techniques, on faisait comme vous, on improvisait. Je me rappelle, premier jour du confinement, je donne l'ordre qu'on achète un genre de centrale téléphonique pour mettre au milieu du bureau. Comme ça qu'on peut faire les conférences téléphoniques. Alors, on ne l'a jamais utilisé. Il est là, il n'a jamais été utilisé. Désolé, ça passe, vous allez voir plus tôt, ça passe en les frais généraux, désolé. On est passé tout de suite à la visioconférence. Et l'autre outil, voilà, c'est un gimmick qui est là, peut-être un souvenir à la pandémie. D'ici 5 ans, on verra bien ce qu'on pourra en faire. Voilà, les hotlines, on improvise, et on en prend l'habitude. On parle à nos membres, on essaye de rassembler vos revendications, vos réflexions, vos propositions qu'on pouvait ensuite transmettre notamment à l'ex-DLS, mais dans une large mesure également à d'autres ministres comme Franz Fayot ou même le Premier ministre, voire même des fois qu'on avait des échanges positifs avec Dan Kirsch. C'était plutôt l'exception, mais voilà. Le chômage partiel, on apprenait comme vous, pour vous dire, c'était la première fois que le chômage partiel était ouvert aux PME. On connaissait l'outil, on savait que ça existe, par notre appartenance au comité de conjoncture, on savait de nos amis de la FEDIL notamment, que ça fonctionnait, que ça pouvait fonctionner et comment ça fonctionnait en fait. Mais ce n'était pas prévu pour les petites et moyennes entreprises. Et puis tout à coup, des milliers d'entreprises qui pour 140 000 employés au pire moment de la crise faisaient la demande du chômage partiel. C'était beaucoup de boulot pour nous. On vous expliquait 4 fois, minimum, ou 5 fois, comment que ça fonctionnait, pour le lendemain vous dire autre chose, parce qu'entre-temps les règles avaient été changées. Ceux et celles d'entre vous qui ont fait les premiers essais pour faire une demande sur papier, pour ensuite passer sur une demande informatique qui allait encore une ou deux fois changer, pour ensuite quand même aboutir à quelque chose qui était, allez, avouons-le, qui était quand même très valable. Le gouvernement, franchement, ils ont fait un beau boulot là. Passer de quelque chose, un outil qui était destiné à une trentaine d'entreprises, de l'industrie surtout, à un outil qu'utilisait la majorité de l'économie du jour au lendemain, pas entièrement du jour au lendemain. Mais il fallait, et je le répète, il fallait un salaud comme Kirsch pour l'achever, pour l'obtenir. Il a fait en sorte, je ne suis pas fan de lui, détrompons-nous, mais il a fait en sorte que l'informatique du Fonds de l'emploi, de l'ADEME, a été boostée de la sorte à pouvoir effectivement traiter toutes ces demandes et toutes ces informations. Et il a eu l'aide d'un des Big Four qui ont mis à sa disposition 30 bonhommes
qui pendant deux semaines ne faisait que programmer et faire le codage de tout ça, mais il a réussi à le faire. Franchement, c'était un bel exemple d'efficacité ministérielle. Si seulement tous les ministres pouvaient montrer une telle efficacité quand il s'agit d'entendre ou d'aider les entreprises. Il y avait d'autres démarches qui étaient plus frustrantes et moins concluantes auprès de la sécurité sociale, où on entendait des vertes et des pas mûres, tout et son contraire, les uns qui passaient bien, les autres qui ne passaient pas du tout. Il y avait l'administration des contributions, l'enregistrement, tous annonçaient une certaine flexibilité. À un moment donné, il y avait la première loi, le pacte de stabilisation de l'économie. Là, vous voyez toutes les mesures qui étaient contenues dans la loi, aide financière non remboursable, subventions en capital, le Neustart, les moratoires des banques, les prêts SNCI. Les moratoires des banques, c'était beaucoup d'annonces pour peu d'effets. Il n'y avait même pas 200 crédits, non, aussi à peu près 200 crédits qui ont été attribués via ce volet-là. Remboursement anticipé de la TVA, congé pour raison familiale, qui nous a beaucoup aidé, il faut l'avouer. C'est une mesure qu'on n'aimait pas. On n'aime pas voir nos salariés en congé. On aime les voir au boulot. C'est normal. Mais là, c'était quand même... Allez, il faut l'avouer. Ils étaient à la maison, on les prenait en charge. Bon débarras. Le chômage partiel, télétravail, les dispositions fiscales pour les frontaliers, très important. Wir sind Handwerk, wir packen das. Vous vous en rappelez, je suis certain. Donc là, je reviens aux échanges qu'on avait avec les membres du gouvernement. On avait des échanges avec les syndicats auxquels il fallait expliquer ce qu'on fait, ce qu'on était en train de faire, à quoi on pensait, pour qu'ils se tiennent tranquilles. C'est beaucoup ça. Pour qu'ils se tiennent tranquilles, pour qu'ils acceptent, en fait, de ne pas toujours devoir tout, contribuer partout. Et ils étaient assez tranquilles pendant toute cette année. Nous avions des échanges avec McKinsey, un consultant chargé de la sortie, la Ramp Up Strategy. Nous avons mis en place des groupes de travail sectoriels pour élaborer les concepts sanitaires. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont collaboré à cet effort collectif. Merci ici à l'IFSB pour le travail fourni qui était très précieux. Merci au STI, STM et je ne sais trop qui encore remercier. Je suis certain que je vais remercier plus de la moitié, donc je m'arrête là. Mais c'était un bel effort collectif qui a été fait là, grâce à votre support également. Nous avions réussi, si on peut dire ainsi, nous avions réussi à trouver un accord en matière de transport du personnel. Vous vous en souvenez, je suis certain, où il fallait laisser un siège entre tous les employés qui étaient dans les camionnettes et tout le bazar. C'était sportlich, comme on dit, parce qu'au tout début, à en entendre les syndicats, c'était une camionnette par employé, c'était à peu près ça. Ensuite, Bleib gesund. Le secteur de la construction est le premier à sortir du lockdown. J'ai dit le secteur de la construction. Les premières réflexions du gouvernement à l'époque étaient de laisser sortir les secteurs par vague. Comment est-ce qu'on fait? On laisse commencer le gros œuvre, ensuite le parachèvement et in fine la technique. Je me rappelle, j'avais l'ex-DLS à l'appareil et je lui disais déjà c'est pas vraiment toujours cette logique. Donc normalement ce serait après le gros œuvre, c'est la technique. Donc si vraiment tu veux suivre la logique du bâtiment, tu inverses. Mais le mieux serait de les laisser partir tous ensemble. Et leur premier réflexe était non, ça en fait trop.
C'est trop d'entreprises, c'est trop de salariés, c'est plus de 50 000 salariés, presque 55 000 salariés dont on parlait, qui reprendraient activité et ils ne voulaient pas. Ils en avaient peur pour tout ce remue-ménage que ça allait faire après cette belle période de tranquillité où le virus ne circulait presque plus. On a quand même réussi à les convaincre. Donc, reprise dès le 20 avril, le 11 mai, rebelote, automobile, mécanique, atelier, mode, médias, communication. Le 29 mai, ouverture des activités artisanales, pas encore, les coiffeurs, les esthéticiennes. Donc, c'était vraiment un bel effort qui a été fourni et ça a été reconnu par les instances officielles. Donc, c'était vraiment du travail de qualité qui a été fourni par nous tous, comme nous sommes ici. Grand merci également au secrétariat qui était là pendant toute cette période sans faille. Malheureusement, notre cheville ouvrière principale de l'époque, François Engels, nous a quittés. Entre-temps, il n'est pas mort, il a quitté le service. Il a rejoint le gouvernement. Bah oui, c'est les choses de la vie. Action Breitscheid, ça commence avec une initiative Jung Handwerk, Alexa Ballmann, suite à des propos désobligeants du ministre Dan Kersch sur les indépendants qui, en fait, ne feraient que rouler en Ferrari tout en ricanant. Et voilà, vous vous en rappelez, c'était un beau succès. Je ne sais plus combien de Breitscheid qu'on a vu sur Facebook. Il y en avait quand même certaines. Je vois certaines des épaules ici présentes. En tant que fédération, nous avons adressé ensemble avec la CLC et l'ORESCA une lettre ouverte au ministre pour lui dire combien nous désapprouvons ses propos qui étaient blessants. Discussion et guerre ouverte, c'est un peu ce dont parlait Michel tout à l'heure, avec Dan Kersch, au sujet du chômage partiel pour les indépendants. Il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas vous donner son fric. C'est un peu sa pensée. Je suis désolé de le dépeindre ainsi, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a. C'est son fric, il ne veut pas vous le donner à vous, parce que c'est le sien, et c'est pour les ouvriers, et c'est pas pour les patrons. Il est comme ça, il est vraiment quelque part encore dans cette lutte des classes, et c'est très dur de mener des négociations avec ce bonhomme. Ça durait jusque printemps de cette année, où finalement l'ex-DLS, quelque part, nous a sorti l'épine du pied en faisant une proposition via une loi sur les coûts non couverts qui inclut également le revenu du salarié. Donc, et c'est bon. C'était même, à la limite, c'était même plus avantageux pour ceux qui pouvaient en profiter. C'était même plus avantageux que le chômage partiel. Est-ce qu'ils n'avaient pas compris? Je ne sais pas. Droits sociaux des indépendants, le président l'a souligné tout à l'heure. Nous sommes entre-temps en train, ou les chambres sont en train d'élaborer une proposition pour effectivement octroyer aux indépendants les mêmes droits en matière de protection sociale au sens large que les salariés. Donc l'idée est, à contribution égale, droits égaux. Ça vaut pour la pension anticipée, qui est un bel exemple de discrimination, où on a de différentes dispositions anti-cumul. C'est très technique, mais en tout cas, si vous êtes en pension anticipée, en tant qu'indépendant, vous ne pouvez plus gagner qu'un tiers du salaire social minimum si vous continuez à travailler, sinon vous perdez la pension de vieillesse. Il y a d'autres inégalités
Je ne vais pas vous sortir l'entièreté du document, ça fait 60 pages entre-temps. Mais c'est un bel exemple de collaboration, effectivement, qu'on a pu réaliser au sein de l'UIL. Blijf toeheem. Les négociations avec les syndicats au sujet du congé collectif. Je ne vais pas y revenir. L'attitude des autorités de contrôle, catastrophe, comportement de l'ITM, qui allait chercher la petite bête partout, dans vos entreprises, qui vous embêtaient. Qui a été embêté par l'ITM l'année passée? Voilà. C'était grave, hein? L'autre jour, j'ai lu, on avait annoncé plus de 9 milliards d'aides. 9 milliards avaient été annoncés. Il y en a 2,5 qui ont été déboursés. Donc, ce n'était pas si grave que ça. Les aides pour les secteurs vulnérables vont continuer toute cette année. Il y a des plans de relance, Fit for Resilience, le chômage partiel. Le chômage partiel, entre-temps, est devenu comment le qualifierais-je? Une loterie. En fin mai, au comité de conjoncture, on nous annonce que ce serait la dernière fois, ou la seule fois, qu'on aurait envisagé une aide aux entreprises qui à l'époque étaient menacées de devoir interrompre leurs travaux parce qu'ils ne recevaient pas les fournitures qu'ils attendaient. En juin, on nous dit que ça n'a jamais été décidé et qu'on pourrait refaire la demande si jamais il y avait problème de fourniture à partir du mois de juillet. Donc si vous faites une demande maintenant, ce sera pour le mois d'août, quand vous serez en congé collectif en grande partie. Donc c'est vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est indescriptible. Même les fonctionnaires ne comprenaient pas ce qui se passait lors de cette réunion. Personne n'avait jamais vu ça. Un bilan sur la politique, la gestion de la crise, la législation d'urgence. On peut dire que ça s'est bien passé, en règle générale. Je veux dire, le fonctionnement de la politique et des institutions. Le Parlement a repris une partie du pouvoir fin juin. En général, le gouvernement et les partis politiques ont essayé d'afficher un comportement raisonnable, histoire de ne pas céder au chant des sirènes qu'on allait tout fermer, comme le revendiquait par exemple l'étranger. Il y avait des mesures d'urgence pour procurer et distribuer les masques, les aides. Je crois qu'on peut dire qu'elles étaient trop timides, notamment envers les indépendants et au début de la crise. Malgré des annonces effectivement tonitruantes, dans les 9 milliards, il y aurait plus de la place pour quelque chose de plus que 3 000 et 5 000 ou 10 000, voire quelquefois euros pour les indépendants, comme ça, en aide unique. Il y aurait dû de la place, mais c'était pas jouable. Finalement, j'y reviens toujours, le problème du chômage partiel pour les indépendants reste à être résolu. Les grands chantiers, pacte logement, je ne vais pas rentrer dans tout ça. La formation continue, les discussions. Ici sur le site Krakensaf, organisation de la collaboration entre toutes les entités, les zones d'activité, un thème d'actualité en cause certaines amphithéoses sont en train de venir à leur fin. Et le système pour les remplacer est actuellement en train d'être revu, et ce n'est pas toujours évident à cause de la multitude des intervenants et que les zones d'activité ne sont pas du ressort
exclusif du ministre de l'économie, mais très souvent également des communes ou des syndicats de communes. Énergie, Toolbox RSE, on a pris l'initiative d'élaborer une toolbox pour aider un outil informatique, un outil Internet pour aider les entreprises à appréhender la responsabilité sociétale de l'entreprise et à obtenir la labellisation RSE du INDR. C'était une collaboration avec les classes moyennes. Nous avions une action en justice pour abus de position dominante contre NCVO qui nous a beaucoup appris, mais qui n'était pas vraiment concluante en termes de résultats. Je n'en fais pas un secret. Nous avions, il y a 2 mois, une entrevue avec Franz Fayot au sujet de la législation sur la concurrence. Il nous a promis qu'il allait tenir compte de nos doléances, mais je crois qu'il faudra que nous lui rappelons ses promesses. Le ministère du Travail et de l'Emploi, travail intérimaire, temps partiel, reclassement, vous connaissez les dossiers. Le plan national pour l'énergie et le climat, on va plus vite. L'UL, là peut-être le Skillstush, qui est très actuel pour le moment. On avait l'an passé en tripartite demandé une analyse du microcosme de formation luxembourgeois, donc formation initiale et formation continue, pour voir si ce système de formation était apte à répondre aux défis qui se posaient au Luxembourg d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. Et l'OECD aurait dû être chargé d'une telle analyse, idée de prendre quelqu'un d'autre qui ait un regard critique sur notre système, plutôt que ce soit toujours les mêmes qui se donnent des bonnes notes à eux-mêmes. Jusque-là, ça va, si ce n'est que l'OECD n'a pas été demandé d'analyser également le système de formation initiale, mais seulement le système de formation continue, et que notre cher ami Dan Kersch a profité de l'occasion du Skillstush qu'ils avaient introduit entre-temps, pour nous faire la jolie proposition d'un droit à congé de formation de 5 jours par salarié par an. 5 jours par salarié par an. Pour ceux et celles d'entre nous qui connaissent le système de l'IFSB et les centres de compétences, ils ont l'habitude des 0,5 et 0,65% de la masse salariale. On peut dire que ça correspond au financement d'une journée de formation continue par an pour un travailleur. Et là, je ne parle même pas de la prise en charge des heures perdues. Ça, c'est toujours le patron qui l'assume en plus. Donc, 5 jours, là, on parle de effet sur le salaire de 3% environ. Sans parler du reste. Pour ceux et celles qui ont lu le Handwerk, ils connaissent peut-être d'autres arguments. Ils étaient repris dans un éditorial. Ensuite, peut-être le dernier point que vous voyez là, refonte des activités et du rayon d'action de l'UL. C'est l'initiative de Michel Reckinger, effectivement, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus et de mieux, éventuellement, en se concertant, ou en collaborant, ou en carrément mettant ensemble les dossiers au sein de l'UL dans différents cas de figure. Nous trouvons que ça peut donner du sens, mais tout le monde ne le voit pas nécessairement comme ça, donc il y a du pain sur la planche. Voilà, vous allez voir un petit rapport d'activité émanant des différents secteurs. Je ne vais pas les citer tous. Les plans de maintien dans l'emploi, encore une nouveauté qui a été pour nos fédérations, Mode Santé Hygiène, Leeuwarden vient d'en faire un aussi, Hair Beauty Tattoo, on en fait un, les métiers de la santé, on en fait, justement pour pouvoir continuer à profiter des dispositions du chômage partiel
La mécanique, il y avait énormément d'activités malgré une année Covid. Là encore, pour la FEDAMO, un plan de maintien dans l'emploi qui court jusqu'au 31 du 12. La House of Automobile, une collaboration de la FEDAMO avec des fédérations hors du giron de la Fédération des artisans. La construction, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, pour ce qui est des initiatives, pour le ramp-up, paiement rapide des factures, ensuite prolongation d'office du délai de réalisation des travaux de 33 jours, c'est pour pouvoir respecter les délais dans les marchés publics. Indemnité de perte d'efficience de 222 € par salarié est marqué là, plein de fierté. Entre-temps, je ne suis plus certain ce que ça va donner parce que, paraît-il, ni le ministre Bausch, ni le ministre Grabé, ni Fayot, ni Bell ne se sentiraient trop concernés par une promesse qu'ils ont pourtant donnée à nos représentants. Et donc, ça traîne quelque part dans les méandres de tous ces ministères, mais on va quand même essayer de l'en ressortir dans les prochains jours, si possible. Voilà, je veux dire, il y a plein d'activités, Confédération du bois et métal, nouveau site internet, il y a vraiment de tout là-dedans. Vous allez trouver tout ça dans le rapport. Le génie technique, les négociations avec NCVO, avec Innovos Services, Diego, dépollution, plan de maintien dans l'emploi, encore une fois, pour les imprimeurs, pour les taxis, les entreprises de la Fédération des entreprises de nettoyage, la convention collective de travail, le Grand Piec, effectivement beaucoup d'initiatives, les collaborations, voilà tout le monde avec qui on collabore, encore une belle liste qu'on va sauter. Qu'est-ce qui nous attend? Pour la pénurie de matériaux, il paraîtrait, disons, que le pire, la crise imminente, soit derrière nous. Ceux qui se plaignaient le plus, disons, tous ceux qui travaillaient avec le bois, nous ont dit que ça va. Les prix sont un peu plus hauts, mais qu'ils arrivent à se procurer du bois. Je ne suis pas certain que ce soit le cas partout. Dites-moi si c'est pas vrai, dites-moi si c'est le contraire dans vos branches. Mais je crois que le danger immédiat de devoir interrompre les travaux et de devoir mettre les effectifs au chômage partiel s'écarte de plus en plus, avec toute la prudence donnée. Là, je peux juste dire, peut-être, vu qu'on vend aussi les matériaux de construction, oui. on a eu, il y a quelques jours, une très forte augmentation des prix du métal, de tout ce qui est profilé. Les prix continuent à grimper, oui. De plus ou moins 10% en automne. Et on a aussi maintenant la pénurie des plaques de plâtre. Ah ben, merci de l'information en tout cas. C'est comme ça qu'il faut le faire. Dites-le nous, qu'on puisse en faire quelque chose. Si jamais alors quelqu'un vous dit, allez, le problème du bois est résolu, vous n'aurez qu'à dire, bah oui, mais maintenant c'est pas comptable. Voilà, il faut avoir les informations pour pouvoir rassembler les informations. C'est ça l'importance. Le danger de l'inflation qui se pointe, les spécialistes seraient plutôt d'avis, là encore, je suis très, très prudent, seraient plutôt d'avis qu'il y a inflation, mais qu'elle n'allait pas, comment dire, s'auto-allumer et encore et encore et encore. On va voir ce que ça va donner, on va voir ce qui a raison. Le Skills-Dush, j'en ai parlé, congé formation, toutes ces discussions, comité permanent de travail et de l'emploi, Dan Kersh est toujours là, et il nous guette. Il nous cherche. Et c'est là qu'il va nous trouver. Comité permanent du travail et de l'emploi. La situation dans les entreprises dans l'ère post-Covid,
Comment avez-vous pris le coup? Quels sont les résultats dans les entreprises? Comment ça se ressent? Nous avons réalisé une enquête sur la situation. Malheureusement, nous n'avons pas eu trop de retours. Mais on peut en faire quelque chose. On va communiquer dans les prochains jours à ce sujet.